Entre le 6 et le 8 juin 1944, un tapis de bombes s'abat sur Lisieux, la capitale du pays d'Auge. Les pertes furent estimées à 960 morts et disparus et 1500 blessés, pour une ville de 16 000 habitants. Quant au patrimoine historique, Lisieux est réduit à un tas de cendres et de gravats. Point de départ de cette descente aux enfers, 17 juin 1940, date de l'arrivée des troupes allemandes dans la ville. Il y avait au coin des rues, comme rue Pontmortin, où il y a la pharmacie, au coin de la place Mitterrand et de la rue Pontmortin, il y avait des haut-parleurs. Les Allemands diffusaient des informations en continu, disons, mais évidemment c'était leurs informations. Et ils défilaient aussi dans les rues en chantant. Madame Morissette Firmin, elle avait 10 ans quand les Allemands ont envahi la Normandie en juin 1940. Elle habitait avec ses parents, 15 rue Pontmortin, à Lisieux. Morissette se souvient très bien des soldats allemands qui défilaient dans le centre-ville de Lisieux. Ils défilaient au moins 2 fois par jour, un groupe, je sais pas, moi je pourrais vous dire peut-être une trentaine de soldats qui défilaient dans la ville en chantant ça, aïe, 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 là. On l'a entendu tellement souvent. Il y avait la commandanture qui était boulevard Sainte-Anne maintenant. Et bon, il fallait faire très attention. On a eu aussi, il y a eu comme dans toutes les villes partout, il y a eu des résistants, il y a eu des arrestations. On a des personnes que nous connaissions qui ont été emmenées, bien sûr, et qui ne sont jamais revenues non plus. À partir de juin 1940, les troupes allemandes sont présentes dans tout le Calvados, comme ici, rue des Jacobins à Caen. L'armistice, signé le 22 juin 1940 à Rotonde, marque la fin de la bataille de la France et la victoire de l'Allemagne nazie. Le Calvados fait partie des 42 départements totalement occupés de la zone nord, placés sous administration militaire allemande. Hitler visite Paris le 28 juin 1940 au petit matin. Une fois, j'ai vu c'était des Lexoviens, bien sûr, qui avaient été arrêtés. Un après-midi, je me trouvais sur le boulevard. J'ai vu des hommes, des Lexoviens, bien sûr. Je sais pas, je ne connaissais pas vraiment. Les Lexoviens ou peut-être des alentours, des hommes des alentours. C'était des résistants qui, alors là, évidemment, ils étaient plutôt mal en point, disons. Oui. Les Allemands avaient des matraques, ça m'avait un peu frappé aussi, ça. Ils avaient des matraques et ils les faisaient avancer, disons, à coups de matraque. Hein. Il y a eu des résistants qui ont été arrêtés, qui ont été exécutés. Hein. Après, bien sûr, après leur arrestation, hein. Mais il y en a eu sur Lisieux. Durant la période de juin 1940 à 1944, dans le Calvados, 700 personnes ont été déportées. Une centaine a été exécutée. Pendant la guerre, il y avait le couvre-feu. Monsieur Yvon Eudeline, il avait 15 ans en 1940. Il habitait une petite maison à Branville avec ses parents et des amis réfugiés. Yvon est arrêté un soir par une troupe allemande pour avoir dépassé le couvre-feu de 5 minutes. Et où je travaillais, au début, ils avaient réquisitionné le laboratoire où on travaillait, nous, en charcuterie. Alors le patron, on ne pouvait rien faire. Alors on y allait 2 jours la semaine. C'est tout ce qu'on avait à faire. Avec ce qu'on touchait, il n'y en avait pas beaucoup. Sous l'occupation, la vie devient de plus en plus dure. Le couvre-feu est instauré et des patrouilles sillonnent les rues. La liberté de circulation n'existe pas à l'intérieur du département. Alors à 10h, c'était le couvre-feu, il fallait être parti. Alors le patron me dit un jour, va-t'en parce que -5, tu ne vas pas arriver à passer le pont pour l'heure. Le pont était gardé. En effet, je pensais qu'il était 10h, à peu près 10h05.
forcément pas pire. Bon, je lui ai donné mes papiers. Et puis il y en a un qui avait une petite cabane, là. Il y en a un qui a été téléphoné, je ne comprenais rien du tout. Et puis, même pas 5 minutes après, il y a une traction avant qui est arrivée. Puis ils m'ont fait monter dedans, ils m'ont emmené à la commandature. Et puis, ils m'ont enfermé. Et le patron, le matin, me voyant pas venir, il a dit ça y est, il s'est fait arrêter. Il était à la commandature. Comme c'était là qu'il fallait qu'il aille, parce que c'était là qu'avait été réquisitionné son laboratoire. Il y a été. Alors, il a dit oui, en effet, il est là, et il était après l'heure. Bon, ils se sont expliqués, mais il m'a fait ressortir quand même. Je suis sorti, mais j'étais pas fier. Hein. Dès l'été 1940, les Allemands commencent à recruter de la main-d'œuvre française pour les usines. Selon les directives données par Hitler, l'économie des pays vaincus doit être mise au service du Grand Reich. Aussi, la France se voit-elle imposer, comme les autres pays occupés, de contribuer à l'effort de guerre de l'Allemagne en fournissant des hommes, en plus d'énormes denrées agricoles et de matières premières. À la suite de la tentative infructueuse d'envahir l'Angleterre en 1941, Hitler décide de fortifier les côtes du nord-ouest de l'Europe. L'organisation TOT prend diverses mesures pour recruter la main-d'œuvre nécessaire à l'édification du mur de l'Atlantique. J'étais travaillé sur la côte, on était obligé, on était réquisitionné, il fallait y aller. Hein. J'étais travaillé sur la côte du côté de Deauville, par là, tout le coin, quoi. On charriait du ciment, des brouettes de gravier, tout ça, quoi, pour construire des blocos. L'organisation TOT ne se limite pas simplement à la construction du mur de l'Atlantique. Elle est également concernée par l'élaboration de plateformes de lancement pour les missiles V1 et V2. Mon père avait été réquisitionné par les Allemands. Il avait été mobilisé, il était revenu du front, mais comme il avait un camion qui faisait des transports, il était réquisitionné par les Allemands. Alors il était au début à Honfleur, et puis après il était en Bretagne, sur les sites où il construisait pour envoyer les V2 sur l'Angleterre, les V1, les V2. Qui heureusement, ils n'ont jamais pu être achevés parce qu'il y a eu le débarquement avant, mais c'était déjà depuis 1942, hein, ils construisaient. Ouais. Et mon père a été renvoyé en février 1944 parce qu'il avait été blessé dans un bombardement. Et les Allemands ne pouvaient plus conduire, les Allemands ne pouvaient plus l'utiliser. Donc il est rentré en mois de février avec une peur pas possible, parce qu'il avait tellement été, c'était tellement secret, si on peut dire. Il avait eu des menaces de représailles sur sa famille si jamais il donnait des renseignements, enfin bon, comme pour beaucoup malheureusement. Entre 1943 et 1944, en Normandie, 80 000 personnes ont été réquisitionnées par le SDO et envoyées en Allemagne. En janvier 1943, seulement 3 061 personnes se présentent sur les 11 000 requises. Beaucoup fuiront le STO, comme M. Yvon Hudlin. J'avais reçu ma feuille aussi pour partir en Allemagne, j'avais 18 ans. Alors j'avais reçu ma feuille, mais j'ai pas voulu partir. Alors j'étais avec un copain, et puis on avait rendez-vous à un château. Alors on y a été, puis quand on a regardé à travers la haie, il y avait des camions, il y avait les boches étaient là avec le fusil à l'épaule, tout ça. On dit ça y est, c'est pour nous embarquer. Et je dis, tu fais comme tu veux, mais moi j'y vais pas. Alors, il me dit, je sais pas si je vais y aller, mais je dis, te fais pas embarquer. Il dit, t'as qu'à te planquer. Tu fais comme moi, essaye de te planquer, c'est que tu peux, et puis on se connaît pas, on ne s'est jamais vu, hein, si quelquefois on ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne s'est jamais vu, on ne se connaît pas. Hein. Hop, allez, chacun de notre côté, on est parti. On avait peur de la dénonciation, hein. Sûr, hein. Il fallait y faire attention à ça. Oh, il y en avait, pas beaucoup, peut-être pas le mot, mais il y en avait, hein. Il y en avait. Quand on est enfant, on ne voit pas la chose de la même façon. Moi, je n'ai pas gardé vraiment un très mauvais souvenir des Allemands qui étaient à Lisieux. Madame Gisèle Marie, elle avait 10 ans en 1940.
Elle habitait 10 rue du Pré-d'Auge à Lisieux. Gisèle a gardé un bon souvenir d'une rencontre avec un soldat allemand. Bon, on ne les fréquentait pas, si vous voulez, mais j'ai une petite anecdote. Un jour, j'avais un vélo. Et il y a un Allemand, en sortant d'un garage, il a reculé dans mon vélo. Il a plié la roue. Et j'ai beaucoup pleuré, naturellement. Il est venu me voir, puis il m'a dit « il ne faut pas pleurer ». Et il m'a réparé mon vélo. Bon, pour moi, je me suis dit « ils ne sont pas tous méchants ». Je ne garde pas un mauvais souvenir de l'occupation nazie. Le père Louillon, il avait 11 ans en 1940. Il est arrivé à Lisieux en 1942 pour suivre une formation pour devenir prêtre. D'abord, il ne faudrait pas dire l'occupation nazie, il faudrait dire l'occupation allemande, parce que tous les Allemands n'étaient quand même pas des nazis. Hein. Mes parents tenaient une ferme à Bellainreville où il y avait une compagnie de la Wehrmacht. La Wehrmacht, c'était un peu les fantassins de l'armée allemande. C'était des gens très corrects. Il faut quand même bien le dire, ça. Il fallait faire attention. Par exemple, il ne s'agissait pas de sortir après le couvre-feu. Il fallait pas de lumière, il fallait faire attention. On entendait de temps en temps un petit coup de sifflet, c'est que les volets n'étaient pas mis, ou il n'y avait pas mis des rideaux, et il y avait de la lumière, il ne fallait pas. Éteignez les lumières, n'attendez pas d'être rappelés à l'ordre. Quelques lueurs et l'emplacement exact d'une grande ville peut être décelé. Il y avait la défense passive. C'est-à-dire que des jeunes ou des hommes plus âgés qui n'étaient pas au front, eh bien, tous les soirs, ils allaient faire la garde sur les lignes de chemin de fer. Parce que, évidemment, ils mitraillaient des trains. Et voilà. Alors, donc, j'avais un oncle qui allait assez régulièrement aussi faire la garde la nuit sur les voies. Citadins, la terre vous appelle. Les travailleurs des champs sont hélas en nombre insuffisant. Plus du tiers de la main-d'œuvre nécessaire fait aujourd'hui défaut. Il faut combler le déficit. Face à la difficulté de se nourrir, les habitants du Calvados ne sont pas tous égaux. Si dans les campagnes, la population parvient dans l'ensemble à manger à sa faim, le scénario est tout autre dans les villes. Quand les Allemands sont arrivés, ça s'est dégradé petit à petit, on ne trouvait plus de cochons, il n'y avait plus rien. Alors on avait du travail, on touchait une répartition d'après les tickets, parce qu'il y avait les tickets à ce moment-là. Dès 1941, les premières mesures de rationnement sont instaurées à Lisieux. Désormais, on ne peut plus acheter de produits de consommation courante sans titre d'achat délivré par la mairie de la commune. Carte d'alimentation, coupons ou tickets. Nous avons nos cartes de ravitaillement qui étaient renouvelées tous les mois. Et quand il y avait un arrivage chez un commerçant, on s'y rendait, on faisait la queue, comme on dit, et on prenait selon il y avait tant des rations d'attribuer par personne. Rapidement, les tickets de rationnement et les longues files d'attente pour avoir du pain ou de la viande deviennent le quotidien des civils. Le pain qu'on touchait, on avait un bout. On avait à peine pour le déjeuner le matin, hein, c'est tout. Le restant, il fallait se débrouiller. Hein. Je crois que je ramenais une baguette, je crois. Il me semble que c'était une baguette, oui, pour 4. Alors c'est pour ça avec le blé qu'on ramassait, ça faisait de la galette comme on pouvait. On mangeait ça bouchait un trou. Les restrictions imposées dès le début de l'occupation s'aggravent au cours de l'année 1943 et les Calvadosiens subissent une véritable pénurie en mai 1944. La viande arrive sur les marchés de façon irrégulière et en quantité insuffisante. Mais les rations n'étaient pas épaisses, je vous assure. On avait la viande 30 grammes, mais quand il y en avait. Une fois par semaine, parce que j'allais quelquefois moi la chercher, on avait un petit rôti. Il devait être à peu près long comme ça. La charcuterie, on avait 10 grammes, mais il n'y en avait pas. C'était pas compliqué. Matière grasse, on avait 12 grammes par jour. Le sucre, on avait 20 grammes. Les pommes de terre, on avait 37 grammes. Et le fromage, 7 grammes. Quelquefois, vous alliez chercher du fromage, il n'y en avait pas, il n'y en avait pas à ce moment-là. Moi, vous voyez, le jeudi, je vous dis, j'allais jusqu'à Robec, je ramenais 2 litres de lait,
une livre de beurre, un pot de crème, et puis alors quelquefois un petit peu de légumes avec. Voyez-vous, pour ça, je faisais toutes les semaines l'aller-retour au Orbec en car pour amener ça, parce que c'était un peu plus. Et on touchait, mais pas du porc, hein, on touchait du bœuf, mais c'était de la vraie saleté. Les Allemands gardaient tous les meilleures bêtes pour eux. Ils venaient dans les fermes, ramassaient ce qu'il y avait. Quand il y avait quelque chose, il n'y a pas, il fallait leur donner. Hein. Ils étaient les maîtres. Hein. Alors que nous, on n'avait rien. Hein. Au fur et à mesure des prélèvements, sans cesse croissants de l'armée allemande, les autorités françaises mettent en place un rationnement de plus en plus sévère des denrées et articles de première nécessité, ce qui exaspère chaque jour davantage les populations civiles. De l'eau, il y avait une pompe, alors un puits. Alors on pouvait avoir de l'eau, hein. Ça c'était pas le problème. Le pire c'était le pain, tout ça, tout le ravitaillement. C'était très difficile parce qu'il y en avait, mais seulement il y avait du marché noir, il fallait de l'argent hein, pour pouvoir arriver à vivre comme il faut. Le marché noir était pratiqué à grande échelle, non seulement pour ce qui concerne le vêtement, la chaussure, voire les articles de ménage ou du bâtiment, mais encore, et surtout, sur les denrées nécessaires à l'alimentation humaine. On nous distribuait le matin des biscuits vitaminés, parce qu'évidemment on était sous-alimentés. Il fallait essayer de trouver du ravitaillement où on pouvait. Le marché noir existait aussi, mais il fallait faire très attention. Marché noir, un vaste sac en maroquin rouge pouvant remplacer à la rigueur le disgracieux filet à provisions. L'emplacement de vos tickets, madame, est prévu dans ce modèle andin intitulé 5 à 7. Il y avait un moulin à la Chapelle-Yvon où il écrasait, le moulin était réquisitionné pour écraser, faire des aliments pour les animaux. Monsieur Paul Potier, il avait 6 ans en 1940 et habitait à la Chapelle-Yvon. Selon Paul, le marché noir était monnaie courante à la Chapelle-Yvon. Entre deux, les meuniers, les 3-4 meuniers qui travaillaient au moulin, entre deux, il y avait un petit peu de blé qui passait, quoi, pour se faire un petit peu de pain. Alors on donnait ça, ils donnaient ça au boulanger pour se faire un peu de pain, qu'on avait 100 tickets, en donnant de la farine en compensation. C'était un moyen de se débrouiller, comme le beurre. C'est pareil. Les gens étaient rationnés, on était rationnés, mais il y avait toujours un petit peu de marché noir. Fallait un peu se débrouiller. Hein. Quand on est môme, on est très méchant quand on est môme. Et en plus de ça, entraîné par nos parents, on détestait l'ennemi, on détestait les Allemands. Tout aurait été bon pour leur faire des bâcheries. Et alors des fois, il y avait beaucoup de convois, de camions, et puis ils étaient bloqués, ils s'arrêtaient. Il y avait des convois de trains aussi qui s'arrêtaient. Et alors on s'amusait avec les copains à jouer les miséreux. Et on leur disait un mot que je ne sais plus très bien, je crois que c'est broc. Monsieur Georges Isambard, il avait 6 ans en 1940. Il habitait à Sartrouville, dans les Yvelines, avant de s'installer à Lisieux. Alors on disait broc, broc, broc. Alors les Allemands ils disaient, oh les pauvres gosses, ils n'ont rien à manger. Et alors ils nous jetaient des bouts de pain. Et on pleurait des bouts de pain, on partait plein de bouts de pain. Et vous ne devinerez jamais ce qu'on faisait avec du pain, on le foutait en l'air. Car chez nos parents, on mangeait du pain blanc qu'on achetait au marché noir. Hein. Donc on n'allait pas bouffer leur pain pourri, qui était noir, dégueulasse. Hein. On faisait ça pour les faire chier, pour les emmerder, car on les détestait. On les avait en horreur. C'était notre esprit d'enfant de l'époque. C'était la guerre. Il y avait comme une ancienne caserne à l'entrée de la rue du Docteur de Graine maintenant.
Et il y avait les Allemands là et ils faisaient de la soupe. Et moi, parce qu'on avait faim, on n'avait pas de ravitaillement, et moi je suis allée chercher de la soupe là que les Allemands donnaient. Ils faisaient donner parce que ça permettait d'avoir un peu plus à manger. Malgré les nombreuses difficultés quotidiennes, la vie des Calvadosiens continue tant bien que mal. Vous savez, pendant la guerre, les loisirs... On était à la maison, on ne sortait pas. Madame Yvette Burel, elle avait 6 ans en 1940. Elle habitait à Saint-Désir avec sa famille. On n'allait même pas aux courses avec mes parents. Ils nous laissaient à la maison. De 7-8 ans jusqu'à 14 ans, il n'y avait rien d'autre, pas de cinéma, pas d'eux. Puis après, en 40 est arrivée la guerre, donc encore moins. Madame Charlotte Lécrevisse, elle avait 10 ans en 1940. Elle habitait à Saint-Maurice-les-Charancés dans l'Orne avec ses parents. On n'avait pas de copines d'école, enfin, personne n'allait chez les uns, chez les autres. Hein. Donc c'était tout simple. Mais bon, on avait l'habitude, ça ne nous gênait pas. J'ai joué au foot à Lisieux, dans un champ, dans le chemin où on habitait. On jouait à la galine. La lecture, le cinéma et le théâtre restent parmi les rares moyens d'échapper à une vie quotidienne déprimante, les seuls espaces de relative liberté. Le théâtre attire un grand nombre de spectateurs à Caen, Bayeux et Lisieux. L'opérette reste le genre le plus prisé. On a été voir plusieurs opérettes. Et même une fois, on avait été voir un opéra. Et puis moi qui n'y connaissais rien, ça m'avait vraiment ennuyé à l'époque. Je n'avais pas trouvé ça à mon goût. Mais enfin, il y avait quand même des opérettes qui étaient très bien. Le théâtre, autrement, il y avait le cinéma, c'est tout. Il y avait quand même des petts concours de natation, il y avait quand même un petit peu de distraction quand même à Londines, c'était bien. Là, c'est la carte d'inscription à Londines, on avait le droit à tant de... C'était par année quand même, on payait une cotisation. Voilà. Alors celle-ci est de 45 ans, parce que les autres, je ne les ai pas retrouvées, hein. Mais j'y allais beaucoup plus tôt que ça, j'y suis allée très vite. Peut-être en 40-41 que je suis allée à Londines. Et on apprenait à nager, c'était agréable, on était bien, on était insouciants. Que mes parents voulaient quand même pas que je sois trop malheureuse, alors même si c'était un petit peu cher pour eux, ils ne disaient rien. Hein. Non, je pense que c'était un prix raisonnable quand même. Oui, on allait à Londines sous l'occupation, oui. Autrement, prenez des cours de violon, ça a été terminé très vite. Hein. Avec le bombardement, tout a été fini. Hein. 15 mai 1944, c'était un dimanche, il faisait très beau, je m'en souviens parce que c'était le jour de mon anniversaire. L'esplanade de la basilique, vers 11h30 midi, s'est remplie de soldats allemands. On se demandait ce qu'ils venaient faire. Il n'y avait pas d'armes de guerre, il n'y avait pas de tanks, de mitrailleuses, etc. Mais ils venaient tout simplement à la messe. Et ils venaient pour assister à un office religieux dans la crypte de la basilique. Et je me souviens être redescendu dans la sacristie de la crypte. La crypte était pleine de soldats, Il y avait peut-être 1 millier de soldats. Il y a des grands gaillards, des beaux hommes qui sont venus à la sacristie, des officiers. En fait, c'était des aumôniers militaires. Ils venaient pour célébrer la messe. L'un d'entre eux a revêtu les ornements sacerdotaux. Les 2 autres sont restés en militaire et ils ont célébré la messe alors que l'un d'entre eux jouait de l'orgue. Et je me souviens, ils ont chanté, c'était surtout des chorales de Bach. C'était magnifique. Ils n'ont pas chanté de latin, pas de Kyrie, pas de Gloria, c'était splendide. Le front de Russie était déjà un petit peu enfoncé, mais c'était loin la Russie. Hein. Et ils s'estimaient vraiment heureux d'être en Normandie. Hein. Mais ils ne savaient pas, les pauvres, ce qui les attendait 15 jours plus tard. Hein. On était tous à table à un moment, on était 10 en tout. On était 10 en tout avec les gens qui étaient évacués à la maison, les amis.
On était 10, ils nous ont fait sortir. Ils passaient dans le chemin. Comme on habitait au bord du chemin, il y a le chien, on avait un chien, il s'est mis à aboyer. Ça ne leur a pas plu. Et ils ont ouvert la barrière, ils sont rentrés, ils ont fait sortir tout le monde, ils ont fait aligner tout le monde le long du mur. Mais moi, je me suis planqué dans la cheminée. Ils m'ont pas vu, forcément. Je me suis planqué dans la cheminée, j'ai resté là, j'étais pas gros à ce moment-là. Et ils ont fait aligner tout le monde et puis ils ont mis à refuser comme ça. Oh, je dis, les salauds ne vont pas le faire. Et c'était au débarquement, j'avais 18 ans. Et ils l'ont pas fait, heureusement. Et quand je suis sorti, mon frère m'a dit, bah, dis donc, s'il l'avait fait, tu étais resté tout seul, hein, sur 10. Ah oui, quand vous voyez ça. Vous savez, quand vous voyez tout le monde aligné, là, puis avec les... Oh là là, c'est pas vrai, ils vont pas le faire. Hein. Oh non, il n'y a pas de bons souvenirs, À part celui qui m'a marqué, là, je me rappelle que de celui-là. Vous savez, on en a tellement vu qu'on se rappelle plus trop. Hein. Au matin du mardi 6 juin 1944, les habitants de Lisieux sont réveillés par une canonnade intense et lointaine venant de la côte. Le débarquement des Alliés commence en Basse-Normandie. 6 juin 1944, réveil en fanfare le matin. On entendait des coups, mais c'est incroyable parce qu'on pouvait, c'était pourtant sur Caen. Et on entendait les carreaux vibrer. Je me souviens, j'étais dans la cathédrale avec ma mère. Et pour une messe, eh bien, je vous assure que dans la cathédrale, c'était impressionnant hein, d'entendre. À la Chapelle-Yvon, quand même, on entendait les coups de canon, les avions qui circulaient dans le ciel. Hein. On se mettait pas à la vue, on se ramassait dans notre tranchée qu'on avait fait. Hein. On avait juste un chemin à traverser. Elle était dans le champ en face. C'est nous qui l'avions construit pour se mettre à l'abri. Nous, on était dans une tranchée. Papa avait fait une tranchée dans le fond du jardin. On était là. Parce qu'on avait peur qu'ils bombardent la maison. Hein. On n'était peut-être pas plus en sûreté, mais... On n'y est pas resté parce que ma frangine a fait une typhoïde et maman a dit bon ben si on a à mourir, on mourra dans la maison. Il fallait évacuer de 4 km, mais tout le monde n'a pas évacué. Hein. C'est ceux qui sont restés qu'on prie. Hein. C'est dans la nuit du 6 au 7 juin, à 20h20, que débutent les premiers bombardements sur la ville. Ils provoquent la mort d'une trentaine de personnes et des dégâts dans le quartier de la gare et des zones périphériques. Alors, il faut vous dire que le 6 juin 1944, nous étions dans la cour de récréation des Petits Clercs. Il passait des escadrilles de forteresses volantes. C'est un grand quadrimateur américain, il y en avait des dizaines, pour ne pas dire des centaines, qui allaient bombarder les villes de France et d'ailleurs. Et à un moment donné, une escadrille a obliqué vers nous et on s'est dit c'est pour nous. Ben, ça a été pour nous. Tout d'un coup, on s'est trouvé entouré de poussière. J'ai vu les bombes tomber. Et les bombes qu'on voyait tomber ne sont pas tombées sur nous, mais pas loin. Elles sont tombées grosso modo dans le bas de l'avenue de la Basilique, qui a connu le soir du 6 juin ses premières victimes. Quand vous allez dans l'avenue de la Basilique, le bas de l'avenue de la Basilique sont des maisons neuves, qui ont été reconstruites après la guerre. Elles ont été démolies le soir du 6 juin. Dans la soirée, à 8h le soir, il y a eu le premier bombardement sur la gare. Alors là, c'est pareil, je crois que de ma vie, j'étais dans la rue, à la porte, avec des amis, des camarades. Je crois que je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie pour remonter dans notre appartement.
Ce premier bombardement sur la gare et puis le deuxième qu'il y a eu sur le boulevard Hervé Fournet, bon, ben, je les ai regardés. Je me suis dit, c'est ça un bombardement. Je voyais ça autrement, moi. Mais c'était pas juste à côté. Puis ça a été un petit bombardement. Bon, ben, mais celui de la nuit, ça a changé. Parce que là, on était vraiment dessous. Et quand la première bombe est tombée, elle est tombée sur le refuge. Et le refuge était juste en face de la fenêtre de la chambre. C'est la première chose qu'on a vu, le refuge tout en feu. Tout au long de cette journée du 7 juin, de nombreux groupes de personnes quittent la ville pour la campagne, suivis par le reste de la population dès la reprise des bombardements en début d'après-midi. S'intéresse du potage, d'accord, mais il faut quand même rester prudent. Si bien qu'on a fait nos baluchons, bon, on a pris quelques affaires et on est parti, à pied bien sûr, se réfugier dans un champ qui se situe grosso modo au-dessus de l'église de Beuvillers. On est parti pendant le bombardement. On avait mon grand-père et ma grand-mère à la maison. On est parti dans un petit ruisseau avec tous les débris qu'il pouvait y avoir, tous les gravats, tout. On est remonté juste toute la rue du Pré-d'Auge. On a traversé un champ où il y avait des morts. Et on est arrivé dans un bâtiment où il y avait peut-être, je sais pas, entre 70 et 80 personnes de réfugiés dans ce bâtiment-là. Et le lendemain matin, enfin le matin, la dame, la fermière, elle nous a apporté des gros haricots qu'elle avait fait cuire pour tout le monde et elle s'est excusée parce qu'elle n'avait pas de sel pour mettre dedans. Mais si vous saviez ce qu'ils étaient bons quand même, les haricots qu'on a mangés, on les a appréciés. Hein. Mais la nuit du bombardement était terrible. Hein. On allait entendre les gens crier. Puis quand vous sortez là, puis vous voyez que la maison a tombé, que tout est là, et que vous ne voyez plus les grandes maisons qui étaient en briques, qui étaient en face de chez nous, que je voyais, même mes camarades avec qui j'avais parlé la veille au soir. Tout ça sous les décombres, ça c'est affreux, affreux. Comme mon père blessé était immobilisé parce qu'il avait sa jambe dans le plâtre, donc mon père a dit à ma mère, il faut s'en aller, parce qu'ils vont revenir, ils vont bombarder, et on n'aura pas le temps de partir avec moi. Alors on a trouvé un triporteur pour emmener mon père jusqu'à Saint-Martin-d'Allieu, parce que ma grand-mère avait une petite maison à Saint-Martin-d'Allieu. Donc nous sommes partis sans rien, évidemment, que ce qu'il fallait pour dormir. Et alors la nuit, là, il y a eu le bombardement. Bon, on n'était pas à Lisieux même, mais c'était terrifiant pour nous, enfants, d'entendre ce bruit infernal. Un bruit terrible, terrible. Évidemment, ça a réveillé tout le monde. On a eu un spectacle extraordinaire. On était en face, on a vu les escadrilles d'avions qui déversaient leurs bombes qu'on ne voyait pas. On a vu Lisieux brûler. C'était, je vais employer un mot horrible. Ça a duré, je ne sais pas, je ne me souviens pas exactement, mais ça nous a semblé très long, évidemment. Hein. Et voici Lisieux, après 22 minutes de bombardement. Un paysage lunaire, un paysage rappelant les ruines de Pompéi. La ville n'est plus qu'un nom géographique. 16 000 habitants, 12 000 sinistrés. Au petit matin du 7 juin, les Lexoviens découvrent leur ville, en grande partie dévastée. L'appartement a été détruit. Quand ma mère est revenue le lendemain matin avec mon oncle, il n'y a eu absolument rien à récupérer. Et nous habitions le premier étage, nous avions des voisins au deuxième. Heureusement, il y avait, pour y accéder, c'était pas sur la rue. Pour y accéder, il y avait un couloir, une voûte qui était très solide. Eux sont descendus en chemise de nuit, sous la voûte, et il y avait à peine quelques minutes qu'ils étaient sous la voûte que les deux appartements sont tombés. Eux, ils sont restés en vie parce que la voûte a tenu. Une partie des survivants s'empresse de rejoindre la basilique, qui devient un refuge salvateur pour des milliers de personnes. Elle sera épargnée par les combats. Le 8, on n'avait rien, on n'avait pas nos pyjamas, on n'avait rien, pas d'affaires de toilette, on n'avait rien pris. On est revenu au Petit Clair, chercher quelques affaires, à l'après-midi. Et le soir, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va pas coucher à Lisieux, puis que tout le monde fuit Lisieux, on s'est dit, on va aller à la crypte de la basilique. Parce qu'il faut savoir que la basilique, c'est un blocos. Hein. La basilique, elle est construite en béton.
et du béton qui est recouvert de mosaïque et recouvert de marbre. Alors on a monté l'avenue de la basilique, on s'est dirigé vers la crypte où il y avait déjà des réfugiés, et entre autres les prêtres de la Mission de France, Gros, Perrault, enfin bon, tous ces hommes-là, et on a appris que les carmélites venaient d'arriver et venaient venir se réfugier dans la crypte. Elles ne voulaient pas quitter le monastère de rue du Carmel, parce que, elles y étaient attachées, mais on les a obligées à monter à la crypte de la basilique. Parce qu'il faut vous dire, je ne vous rendez pas compte, mais le Carmel est entouré de la rue Zacharie complètement brûlée, le portail en bois de la rue Zacharie léché par les flammes, toute la rue du Carmel complètement brûlée, tout ce qui est en face du Carmel, il ne restait plus rien du tout. Autrement, autour de la basilique, on a recensé environ 150 impacts de bombes autour de la basilique, mais qui sont venus sans doute après, des impacts de bombes et d'obus, etc. Enfin, parce que ça s'est quand même un peu bagarré sur la colline là. Et Lisieux et la basilique a été épargnée grâce à un abbé Marie qui était vicaire à Saint-Jacques et qui est allé au-devant des alliés qui arrivaient du côté de Livarot pour leur dire « Vous pouvez rentrer dans Lisieux, il n'y a plus d'Allemands dans Lisieux ». Écrasée sous les bombes, incendiée, Lisieux, capitale du bois sculpté et ville de pèlerinage, n'est plus que ruine fumante, à la fin d'août 1944. Je crois que c'était quatre maisons qui sont restées là debout. Autrement, tout le reste de la rue Pont-Mortin, tout le centre, c'était des ruines, il n'y avait plus rien. C'était pas beau, ce n'était pas beau, il n'y avait plus rien. Si vous prenez la place Victor Hugo, elle était en miettes, la mairie elle a été une partie détruite, la place Mitterrand a été détruite aussi, et je peux vous dire que Lisieux, c'était pas beau. Monsieur Aimé Bernard, il est né en 1943 et raconte le bombardement ainsi que la reconstruction de la ville à travers les souvenirs de son père. Vous prenez l'avenue du 6 juin, c'était détruit, la rue qui monte sur Cabourg, détruite aussi à 100%. Il n'y avait plus rien, c'était que des ruines. L'église Saint-Jacques a été très touchée. Les bâtiments, la cathédrale, la basilique, le Carmel n'ont pas été touchés. Mais autrement, il y avait des grands bâtiments. Il y avait sur le boulevard Sainte-Anne notamment, il y avait des anciens bâtiments de fabriques de textiles. Tout ça, tous ces bâtiments-là ont été détruits. Toutes ces maisons des rues du centre à Pont-de-Bois, c'était un patrimoine qui est perdu à jamais, ça. Il y avait l'église qui était auprès de chez nous, l'église Saint-Désir, où je passais tous les jours pour aller à l'école. Bon, le refuge, il y avait quand même certains bâtiments quand même qui étaient détruits. Il y avait la clinique aussi qui se trouvait rue du Bouteiller, par exemple. Ça a été détruit aussi, ça. Bon, mais dans les grands... Alors, il y avait l'usine Nestlé qui brûlait. Et puis la sous-préfecture à côté. Tout ça, c'était dans le même quartier. C'était pas loin de chez moi quand même. Alors, tout ça, on voyait tous ces bâtiments-là qui brûlaient. Et il y avait
Il y avait des endroits où il restait comme l'appartement à côté de la halle au beurre, là où habitait ma grand-mère. C'était encore debout, mais il y a eu un deuxième bombardement à 2h de l'après-midi, le lendemain, et en plus avec des bombes incendiaires. Alors, comme la rue aux Fèves, tout ça qui était pas complètement détruite, mais là, tout a brûlé. Pendant plus de 4 jours, le centre-ville est en feu. Il faudra l'intervention des pompiers de Chalon-sur-Marne le 9 juin pour venir à bout des flammes. Pendant plusieurs jours ou peut-être semaines, je ne sais pas, il a fallu rechercher des personnes qui étaient enfouies sous les décombres. Et ça aussi, il y en avait. Il a fallu les chercher, il y en a eu de sauvés, il y en a qui n'ont pas été sauvés. Dans un article du journal Le Paris Soir, paru le 6 juillet 1944, on peut lire « Une odeur fade de cadavres. Il y en a encore des centaines sous les décombres que 4 entreprises locales dégagent sans relâche. » Par contre, là, dans la rue, ce qui s'appelait la rue du Bouteiller avant, qui est la rue du Docteur de Crène maintenant, il y avait où est à peu près où sont à peu près les bâtiments de la sécurité sociale. Et il y avait un foyer de jeunes filles. Et là, le foyer de jeunes filles, il y avait des caves, bien sûr, comme beaucoup et ils avaient beaucoup de sites dans des fûts. Et elles n'ont pas été sauvées, les jeunes filles qui étaient encore présentes. Elles sont mortes noyées par les fûts Elles sont descendues à la cave pour se protéger, mais la cave a été touchée et il y a des fûts qui ont perdu bien sûr tout le site qu'ils avaient. Et on nous a dit après que beaucoup étaient mortes noyées par le site. Et il y avait dans ce foyer de jeunes filles, il y avait 2 ou 3 jeunes femmes que je connaissais. Entre le 14 et le 17 juillet, les autorités d'occupation, convaincues que la bataille de Lisieux approche, donnent l'ordre d'évacuer totalement la ville avant le 25 juillet. Après plusieurs semaines d'affrontements, la ville est libérée au soir du 23 août, seulement 2 jours avant Paris. Par bombardement, on était 18 dans la famille, à Lisieux, pendant le bombardement, tous très mal placés, et on s'est tous retrouvés sains et saufs. Et toutes les maisons pourtant ont été touchées. On a eu la chance de se retrouver tous sains et saufs. Avec près de 1000 personnes mortes ou disparues et l'estimation de 1500 blessés, le bilan des bombardements et des incendies est lourd. La ville est détruite à près de 80% de son volume habitable. Parmi les 16 032 habitants recensés, on en dénombre 7 418 totalement sinistrés. Le bilan, établi par la défense passive, fait état de 2100 maisons détruites, 400 inhabitables et 300 endommagées. Il faudra dans les ruines accueillir les civils qui, en août, sont encore dispersés dans la campagne. L'occupation, c'était le couvre-feu, les otages, la commandature, les privations, la peur. Des années de survie à redouter le lendemain et à attendre, peut-être en vain, de bonnes nouvelles. La libération rayait tout cela d'un trait et donnait à chacun la possibilité d'un avenir meilleur, d'une vie libre et heureuse. L'espoir était en chaque Lexovien. À ce moment-là, on était à Roques, nous on était réfugiés, on avait une petite maison à Roques, auprès de l'église, on a entendu sonner les cloches, tout ça, tout le monde dansait un petit peu, on faisait la fête si vous voulez. On était quand même tellement heureux. Enfin, c'était pas fini pour ça quand même, mais c'était un soulagement. On est soulagés pour le moment. Dire fini, non, parce que il y avait encore un bout de chemin à faire. On était parti sur l'espoir. La libération, ça s'est pas fait en une journée, c'était très long. On a eu souvent très peur encore après. Donc, quand nous sommes partis de Saint-Martin-de-la-Lieue pour aller jusqu'à côté d'Orbec, là, à pied, on avait un vélo pour 3. Alors, on faisait chacune notre tour, parce que nous étions 3, ma mère et puis une tante et moi. Eh bien, on faisait un petit bout de route, on partait par la route de Fervaques. On faisait un petit bout de route en vélo et on s'arrêtait, on attendait les autres et il y en a une autre qui reprenait parce que bon, pour ça. Et entre deux, il y avait du mitraillage.
Parce que là, une fois aussi, avec le vélo, je me suis couchée dans le fossé. On a entendu les balles sur la route, vous savez. Que quand on entend les balles siffler, enfin tout, je sais pas, ça fait peur quand même. Hein. On le fait, mais on fait vite et on se demande. Non, moi je me suis même pas demandé si j'allais mourir. Je peux pas dire. Non, mais c'était une peur, c'était la peur de, je sais pas. Et après, il y a eu les obus, hein, quand les Allemands ont tiré d'un côté, les Anglais de l'autre. Des Anglais dans un champ à côté de chez mon oncle, qui avaient fait leur tranchée, on les a eus 3 jours là. Et ils se tiraient avec des canons, vous savez, des obus, ils se tiraient là. Les Alliés, c'est-à-dire on ne les a pas vus directement à Lisieux, nous les Alliés, on les a vus, on était déjà réfugiés à la campagne, hein, quand ils sont arrivés. Alors on a aperçu des voitures blindées, on se disait c'est des Allemands, c'est des Anglais, c'est quoi, on se demandait. Et quand ils voulaient nous donner quelque chose, on nous disait faites attention, c'est peut-être des Allemands, c'est peut-être empoisonné. Alors, on avait quand même une méfiance à ce moment-là. Mais je me souviens dans un camion anglais, on m'avait donné une boîte de pilchard. Je crois bien que j'avais jamais mangé quelque chose aussi bon. J'en ai racheté depuis, mais je les aime pas. Mais oui, c'est des petits souvenirs comme ça, on s'imagine d'avoir eu un cadeau. Mais la libération, c'était autre chose. Hein. Quand les cloches se sont mises à sonner, hein, alors là, on était un petit peu fous. Là. J'ai acheté cet accordéon-là à une fille qui était dans une ferme, puis qui voulait s'en débarrasser. Ben, je dis tiens, donne-moi-le, on va te le vendre. Allez hop, je l'ai acheté, je me suis mis à jouer comme ça. Et puis un jour, mon frère était en permission, il me dit tiens, je te connais un coin où c'est que tu pourras aller jouer pour faire danser les gens. Il dit viens avec moi, alors il m'emmène. Puis j'étais là, et puis il m'a fait bon ben. Ça a été parce qu'il y en avait un qui jouait, mais toujours pareil, et puis c'était un petit machin comme ça, un petit diatonique, alors bon ben il jouait pas comme il pouvait. Alors ça faisait plus d'effet, hein. Il y avait du monde. Et on a fait ce machin-là avec mon frère, d'ailleurs ça se voit bien, c'est pas net, mais enfin, on a fait ça dans des morceaux de planeur qui étaient atterris auprès de la maison. Et que revienne l'été. Tenor aussi, on l'entendait tout le temps, hein. On l'entendait partout, lui. Alors, vous savez, je l'avais entendu une fois ou deux, puis ça y était, hein, je connaissais la chanson. C'est pour ça que j'arrivais à jouer, mais enfin, c'est pas... Comme on dit, il fallait pas faire attention aux canards, quoi. Enfin, les gens s'amusaient, ils étaient heureux, hein. Après la guerre, on pensait... On était libre, alors là, ça y allait, hein. Tout de suite après la guerre, les plages n'étaient pas envahies d'estivants. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il n'y avait pratiquement personne. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas les hôtels n'avaient pas encore rouvert, il n'y avait pas de camping, il n'y avait rien. Et puis les Français avaient d'autres soucis. Moi, pourquoi que je pouvais aller avec mes parents en Normandie? Parce que j'avais de la famille pour en recevoir. Sinon, on n'y aurait pas été. Donc les vacances n'existaient pas. Donc j'avais la plage pour moi tout seul. Et j'avais un petit jouet, me voilà ici, et ça c'était mon jouet. Hein. J'étais toujours fourré dessus. Et puis au bout d'un an ou deux, à chaque fois qu'on est retourné en Normandie, j'arrivais, si mon jouet est toujours là, j'étais content.
Et puis un peu, on détruit. Et j'étais malheureux, ma petite tête de môme. Voilà, donc ça c'est vraiment peu de mômes se sont amusés comme moi j'ai pu m'amuser avec un vrai bateau. Mon plus beau souvenir, c'est certainement quand la guerre s'est terminée, là j'ai cru que tout, fallait avaler tout, vous savez, il fallait vraiment profiter de tout. On avait envie de sortir, on avait envie de danser. Quand les Anglais sont arrivés dans le coin, à la campagne, là, on a commencé par aller les trouver, puis là, ils nous ont donné des boîtes de conserve et tout ça. Alors là, c'était la fête. Ça, c'était la fête. On mangeait sans rendre malade, hein. Tellement on avait faim, forcément. À la Libération se pose aussitôt le problème du logement des habitants qui reviennent entre septembre et novembre dans leur commune d'origine. Quand nous sommes revenus, alors pas de logement, pas rien du tout. Alors, c'est la mairie qui réquisitionnait des appartements dans les maisons qui restaient pour se loger, bien sûr. Alors nous avons donc habité juste en rue, ce qui était rue du Bouteiller, en face où est la sécurité sociale maintenant. Les travaux de déblaiement s'achèvent en 1946 avec le début de la remise en état des rues. Le 26 décembre 1947, la presse informe la population du démarrage imminent des travaux. Les premiers chantiers débutent au printemps 1948 de part et d'autre de la rue Aristide Briand sur les îlots 1 et 2. En novembre 1946, Charlotte Lécrevisse s'est installée chez sa grand-tante, rue Ferdinand Dauld, à Lisieux. Chez ma grande-tante, rue Ferdinand Dauld, qui est d'ailleurs toujours existante, elle c'est pas tombé. Maintenant, c'est les pompiers qui sont là, hein, puisqu'ils ont tout démoli, le hall des marchands bestiaux, là, à cette époque-là. Tous les bâtiments ou maisons encore intactes sont occupés ou surpeuplés. Ils ne suffisent pas à répondre à la demande de plus en plus croissante des nouveaux réfugiés. Il devient nécessaire de créer de nouvelles structures d'hébergement. Au début du printemps 1946, des baraquements provisoires, offerts par la Suède et l'Amérique, sont édifiés sur le plateau Saint-Jacques. Et il y a eu aussi des habitations qui venaient je ne sais plus si c'est de Suède, je crois. Les Suédoises, oui, on les appelait. Ont été construites pour reloger aussi les gens. Et il y en a qui sont restés encore là sur la route de Trouville. Une photo prise à côté des baraquements, parce que quand on s'est mariés, on a été dans un baraquement. Il y avait plein de baraquements place de la République. C'était des petits commerces. Nous, on était... il y avait il y avait le magasin, puis il y avait un appartement, enfin un petit appartement de 2 pièces. Et on servait comme gardien, si vous voulez. Les petits commerces réapparaissent progressivement dans des conditions précaires, regroupés le plus souvent dans des baraquements provisoires, place de la République ou place Gambetta. Les commerçants avaient des baraquements un peu partout, sur le boulevard, sur la place de la République, donc ils étaient dans des baraquements. Et le commerce, la vie a repris quand même petit à petit. Et puis dans les quartiers de Lisieux qui n'avaient pas été trop touchés, la vie a repris presque normalement là. Paul Potier a participé activement à la reconstruction. Il garde un souvenir précis du démontage de la halle au beurre. À la guerre, notre patron, il avait acheté
la halle au beurre, autrement dit, au bombardement, écroulée. Nous, ce qui nous intéressait, si vous voulez, c'est ça. On démontait les poutres, et bien évidemment, on démontait ça à coups de chalumeau, parce que c'était du montage, du rivetage à chaud. Alors, nous, on démontait ça au chalumeau. Et une fois démonté au chalumeau, on récupérait ce qu'il y avait de bon, direction l'usine à Orbec. Et à Orbec, on a tout emmagasiné à Orbec pour en refaire, autrement dit, de l'usage de reconstruction. Après son mariage, Morissette Firmin a attendu 7 ans pour obtenir un logement. C'était galère pour trouver un logement, hein, pour les jeunes mariés, comme là, moi je me suis mariée en 51, eh bien on a attendu jusqu'à 1958 pour avoir un logement d'attribué. Hein. Charlotte Lécrevisse s'est installée dans son premier logement, rue Pierre Trébucien. Le premier HLM où on a été après, c'était rue Trébucien. Et là, c'est le premier qui a été fait le long de rue Magne, à côté de la rue Magne, et puis la Touque qui est derrière, là, pas loin du jardin, du stade, exactement, du stade. Alors il est toujours existant, il est toujours propre et beau. Hein. Bon, on a emménagé là, on a été 8 ans dans la baraque en bois. Quand même. Quand je suis rentrée dans l'HLM, qu'on venait d'habiter dans une baraque en bois, puis qu'on retrouvait un HLM avec tout ce qu'il fallait, quoi. Hein, le confort et tout, ça c'est un plaisir. Bon, je parle de ce côté-là. Hein. Gisèle Marie a découvert un nouveau Lisieux à son retour en 1962. Je suis restée jusqu'en 52 à Lisieux. Après, mon mari était militaire, on est parti à Rennes, donc. Puis en 55, on est parti en Algérie, je suis partie avec lui. On est rentré à Lisieux en 62. Puis je n'ai jamais requitté Lisieux après. Quand on est rentré, il y avait la reconstruction était faite. Hein, oui, alors le nouveau Lisieux, il y avait quand même toute cette nouvelle ville qu'on ne connaissait pas, si vous voulez, avec tous ces bâtiments là qui étaient modernes. Il y avait des grands magasins, c'est-à-dire on avait déjà des Monoprix. Oui, il y avait déjà tout ça. Hein, parce que comme on n'était pas très riche, vous savez, après la guerre, il fallait quand même faire très attention. Et le Monoprix, c'était vraiment le magasin où on allait, qu'on pouvait se permettre d'acheter des choses. Oui, il y avait quand même déjà les galeries, les Monoprix. Il y avait quand même, il y avait quand même des grands magasins déjà. Oui, même en 52, oui, il y avait déjà ça quand on est parti. Et en 62, forcément, tout avait encore changé. Hein. Yvon Eudeline s'est installé à Lisieux en 1972. Les travaux de reconstruction n'étaient pas encore terminés. Je suis arrivé à Lisieux en 72, oui, avec ma femme et mes enfants, parce qu'il n'y avait pas d'école assez importante où j'étais avant à Pont-l'Évêque. Alors à Lisieux, comme il y avait davantage de débouchés, j'ai dit on va aller à Lisieux, ça va peut-être être mieux. J'ai eu de la chance de trouver un travail aussi à Lisieux. Alors. Mais mon travail était charcutier à Lisieux. Ça se reconstruisait. Enfin, tout n'était pas fini encore, mais enfin, c'était bien. On trouvait quand même un peu de logement, quoi. Si, en s'adressant à la mairie, moi j'ai eu de la chance, j'ai eu le maire qui s'est occupé de moi lui-même. Alors, j'ai eu un appartement pas longtemps après.
Nombreuses furent les communes françaises à payer le prix de cette guerre folle, et parmi elles, Lisieux. La ville fut meurtrie, en deuil, suite aux nombreux bombardements, dont ceux du 6 au 8 juin, qui ont anéanti le centre-ville. Beaucoup de Lexoviens avaient alors quitté la ville pour se réfugier dans les communes environnantes. Avec sa liberté retrouvée, Lisieux pouvait se tourner vers l'avenir et reconstruire, jour après jour, une vie normale. Il a fallu bien des efforts à tous les Lexoviens pour écrire les pages nouvelles de la commune. Toutes les personnes et toutes les familles qui ont fait l'après-guerre de la ville ont conduit celle-ci vers ce qu'elle est, aujourd'hui, une magnifique commune de 22 000 habitants. Si chaque jour éloigne un peu plus cette période, le souvenir des événements qui s'y sont déroulés ne doit pas disparaître. Il faut l'entretenir comme le symbole de notre liberté actuelle. Respectons la mémoire de nos ancêtres. Nous remercions les alliés, les résistants, les vétérans, le général de Gaulle pour la liberté. Des témoignages à jamais ancrés dans nos mémoires. Nos grands-parents se sont battus pour notre avenir et notre liberté. Je souhaite que la guerre ne recommence plus jamais. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ne reproduisons plus les erreurs du passé. Transmettre 70 ans d'espoir d'enfants qui ont grandi parmi les ruines. Nous, les générations actuelles, avons le devoir et la responsabilité de perpétuer ces témoignages pour que la mémoire devienne histoire. Conservons notre liberté face à toute forme d'oppression. N'oublions pas,